Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouvel épisode d'éducation et d'inclusion financière. Nous avons rencontré la semaine dernière notre commissaire au compte et on était un peu perdu avec lui. Donc on a fait en sorte de l'avoir encore avec nous pour répondre à toutes vos questions. Azdine, bonjour. Bonjour Nassima, Oui, je suis toujours content d'être là avec vous. Un plaisir partagé. Merci. La semaine dernière, tu nous as raconté plein de choses. Tu as parlé de Van, BFR et on est resté sur notre fin. Donc aujourd'hui, on aimerait t'avoir encore et tu es encore avec nous pour poursuivre notre discussion super intéressante. Alors, c'est quoi la Van? Tu m'as dit la Van. Alors, je m'excuse pour la fois passée, je parlais trop technique, je comprends, c'est pas tout le monde qui comprend. Mais en tant que professionnel, je suis obligé de rester sur un certain niveau. En fait, on parle toujours de ce qui se fait ailleurs et on essaye toujours d'aider les investisseurs, les entrepreneurs à comprendre notre langage. Et c'est exactement pourquoi le podcast d'aujourd'hui est là. C'est de un petit peu expliquer ce que disent les professionnels à des personnes lambda comme moi. D'accord. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser des mots plus simples, exactement, Parfait. pour que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Génial, c'est un deal. Oui. Alors, la dernière fois, on a parlé de plusieurs formes d'investissement. Est-ce que tu peux me dire, pour l'entrepreneur, comment je peux faire pour... est-ce que je fais de l'autofinancement? Est-ce que NSLF? Est-ce que nous chauffe les banques? C'est quoi la meilleure façon d'avoir cet argent pour l'investir? En fait, pour les entrepreneurs en Algérie, c'est vrai, on a l'option de faire un crédit bancaire. Mais faire un crédit bancaire, il faut en fait présenter des garanties à la banque. Et généralement, pour les petits jeunes qui veulent se lancer ou bien qui veulent lancer un projet, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont rien, si on peut dire ça. Et du coup, l'idéal pour eux, c'est de financer leur projet. Par exemple, de trouver de l'argent dans leur milieu familial, de s'associer avec des amis et qui ont des petites sommes d'argent aussi pour lancer un projet, d'emprunter de l'argent. Et comme je t'ai dit, sur le marché algérien, si on connaît quelqu'un qui a de l'argent, il peut nous emprunter cet argent avec un délai de remboursement. Ou sinon des investisseurs? Sinon, en fait, on n'a pas encore ça, malheureusement. Mais bon, si on connaît un investisseur qu'on connaît personnellement, il peut nous donner de l'argent pour lancer notre projet. Il y a aussi l'option je connais des cas là où le client qui a besoin d'un produit qui n'est pas disponible sur le marché, qu'on ne peut pas trouver facilement, et qui donne de l'argent à quelqu'un qui connaît pour investir et pour que ce produit soit disponible sur le marché. Voilà, c'est... Alors, pas toujours de l'autofinancement. Oui, c'est toujours de l'autofinancement. C'est toujours de l'autofinancement. Mais c'est toujours considéré comme de l'autofinancement. C'est toujours considéré comme... Exactement, légalement parlant, c'est considéré comme autofinancement. Oui, parce que ce n'est pas un associé, il ne sera pas sur les statuts de l'entreprise. D'accord. Et voilà, c'est de l'autofinancement. D'accord. Et quelles sont les considérations fiscales les plus importantes pour les entrepreneurs? En fait, il y a beaucoup de considérations fiscales. En choisissant notre statut d'entreprise, déjà dès le début, si je suis SARL, je sais que je serai automatiquement en régime réel. Je dois avoir une comptabilité et j'ai des déclarations mensuelles avec un bilan annuel. Et la même chose pour une SPA, pour une SNC. Par contre, si je suis une personne physique, je suis en régime forfaitaire et là, j'ai des conditions de faire un chiffre d'affaires inférieur à 8 millions de dinars. Et là, je suis obligé de faire deux déclarations, déclaration prévisionnelle et déclaration définitive, et de payer soit 5% ou bien 12% de mon chiffre d'affaires. Tout dépend. Si je suis en prestation de service, je paye 12%. Si je suis en achat, revente en l'état, je paye 5%. Et il y a aussi l'aspect de l'auto-entrepreneur. C'est un nouveau... J'allais te dire, ça, c'est ce que tu dis, la personne physique, c'est un petit peu l'auto-entrepreneur. Oui, c'est deux choses différentes. D'accord. La personne physique, ça peut être la profession libérale, les experts comptables, les avocats, les notaires et même d'autres activités là où on n'a pas besoin, là où la loi n'exige pas une personne morale avec la condition de chiffre d'affaires inférieur à 8 millions de dinars. Après, pour l'auto-entrepreneur, c'est un nouveau concept en Algérie et il y a beaucoup d'avantages pour les auto-entrepreneurs. Commençons par des avantages fiscaux. Ouais.
En fait, au lieu de payer 12%, 5% de chiffre d'affaires annuellement, vous payez seulement 0,5%. D'accord. Et ça, Vous c'est... payez, j'aime bien, tu t'adresses à moi, Oui, genre... oui, je parle des gens qui veulent se je suis lancer. future, Oui. ouais. Et voilà, et vous payez, même pour le paiement Casnos, On paye que 24 000 dinars, je crois, de déclaration exactement, c'est un annuellement. forfait de 24 000 Ouais. dinars au lieu de... Parce que généralement, pour la Casnos, on commence Il par y a 34 ouais, 500 c'est ça. dinars. Et chaque année, quand on fait deux En fait, c'est un bénéfices... taux en réalité, là. Non, non, en fait, C'est pas comme quand on est en entreprise. c'est pas comme la CNAS, Ouais. c'est pas un taux comme la CNAS qui est fixé à 26% partie employeur et 9% partie employé. Mais pour la CASNAS, c'est par rapport à votre chiffre d'affaires. Si vous êtes dans la prestation de service, par exemple, et c'est différent entre une personne morale et une personne physique. Si je parle des personnes physiques, c'est 35%, c'est pour les prestations de service, 35% de chiffre d'affaires par 15%. En ajoutant à cela le montant de la CASNAS que vous avez payé l'année précédente. En fait, c'est trop technique, mais c'est pas compliqué. Vous allez au niveau de votre agence CASNAS, on va vous calculer le montant à payer, mais ça commence par 34 000 dinars. D'accord. Auto-entrepreneur, c'est 24 000 dinars. Vous avez fixé. cet avantage et c'est fixe. D'accord. Et pour le statut auto-entrepreneur, on dit que c'est important, c'est intéressant parce que c'est facile. Il y a beaucoup moins d'obligations. Et on peut le faire en mettant l'adresse de la maison, il n'y a pas d'obligation d'avoir une adresse. Vous n'avez pas besoin de local. Oui, voilà. Il suffit juste d'aller sur le site, et de s'inscrire, avoir une carte. Vous allez à la poste pour récupérer votre carte. Au bout d'une semaine, vous avez la carte. Puis s'inscrire. Puis c'est l'agence qui fait l'inscription au niveau des impôts. Vous recevez votre NIF. Ouais. Et tu reçois votre NIF et votre numéro adhérent CASNOS. Vous payez votre CASNOS et vous avez le tout. Vous commencez à exercer. Mais là, il y a un petit... c'est écrit en bas, Hekdaya, c'est au bout de 30 jours. En fait, on a un délai de 30 jours pour s'inscrire à la CASNOS. Pour s'inscrire au niveau des impôts. Pour aller se présenter au niveau des impôts. Mais la question, est-ce que 30 jours de la réception de la carte ou 30 jours après nabda l'activité? Parce que c'est mentionné l'activité. Les impôts, c'est pour avoir votre C20, certificat d'existence. Une fois tu as votre... bon, c'était toi, Une fois tu as votre carte professionnelle et tu as votre NIF, vous allez avec le NIF, la carte professionnelle au service des impôts, tu remplis un formulaire J8, c'est une déclaration d'existence. Mais est-ce que je dois le faire dans les 30 jours? Oui. D'accord. Oui. Et si je ne le fais pas dans les 30 jours? Et c'est la même chose pour la CASNOS. Et si je ne le fais pas dans les 30 jours? Ils peuvent suspendre votre carte auto-entrepreneur. D'accord. Bon, mais ils sont flexibles par rapport à ça. Ils ne le font pas systématiquement au bout de 30 jours, on vous bloque. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça va. Beaucoup d'avantages. Alors, ça c'était de l'intérêt personnel. Oui, c'est ça. Quels sont, ou plutôt comment les entrepreneurs peuvent-ils gérer efficacement leur flux de trésorerie saisonnier? En fait, les entrepreneurs, pour gérer le flux de trésorerie, il y a plusieurs méthodes. Généralement, c'est les premières années, on ne fait pas de distribution de dividendes. Il faut réinvestir l'argent qu'on a. Et en réinvestissant l'argent, on a des avantages fiscaux. On paye moins d'impôts, moins de BS, il y a beaucoup d'avantages quand on... Après, il faut savoir gérer, comme on avait dit la fois passée, notre trésorerie. Et voilà. Et en fait, au début, on va emprunter de l'argent parce qu'on n'a pas, en tant que petit investisseur ou bien entrepreneur, j'ai pas d'argent. Mais une fois mon business model et mon business plan est validé, et quand je vois que sur le business plan, j'ai une capacité d'autofinancement positive qui va me permettre de financer par la suite mon activité. Et j'ai fait mon business plan, je vois que j'ai une capacité d'autofinancement positive. J'emprunte de l'argent qui me suffit pour lancer l'activité la première année. Après, je prépare le budget parce que tu as parlé de budget pour être sûr que pour la suite, en fait, j'aurai toujours cette capacité d'autofinancement qui va me permettre de financer mon activité et de grandir mon business. Et dis-moi, quelles sont les stratégies efficaces pour réduire les coûts et maximiser les profits dans une entreprise nouvellement lancée? Ok, pour une entreprise nouvellement lancée, c'est réduire les coûts. Il faut qu'on regarde toujours, quand on dit réduire les coûts,
on regarde toujours Ce qui notre est business superflu. et non, on regarde toujours notre chiffre d'affaires, ce qui apporte de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toucher à des coûts liés directement à notre chiffre d'affaires. Pour ne pas tomber Les dans coûts le piège directs, il de faut- baisser. Exactement. Après, on peut jouer sur, comme tu as dit, Les coûts les coûts indirects. directs et Les coûts coûts- fixes et coûts variables. Oui, Et au début, l'idée, c'est de commencer par les coûts variables. Tout parce à qu'on fait. n'est pas sûr oui. que ça De toute va façon, marcher. si ça monte, les coûts variables montent avec. Si c'est Exactement. si ça baisse, les coûts aussi baissent avec Exactement. parce que c'est du variable. Et comme c'est un petit projet, c'est difficile en fait d'utiliser les coûts fixes à hauteur de 80-90%. Je peux louer un local, juste un exemple pour expliquer ce point qui est important. Si je parle des coûts fixes, par exemple, louer un local, donner des salaires, j'ai 2 salariés qui touchent par exemple 100 000 dinars le mois. Mais comme j'ai un petit business, je n'ai pas beaucoup de demandes sur mon produit ou là, mes services. Ces 2 salariés qui ont des salaires fixes, c'est des coûts fixes, mais qui travaillent à 20%, 30% Ouais. de leur tâche, si je peux dire ça. Par contre, si je négocie un salaire variable, c'est par rapport au travail consacré sur le projet. Si j'ai un petit projet, c'est-à-dire ils vont travailler. C'est pour ça que c'est très important C'est très important. d'évaluer son besoin avant de se lancer, avant de faire les recrutements et tout, et d'avoir cet Exactement. esprit de détail vers chaque dépense. Exactement. Nassima, je sais que tu as fait une formation de RH et tu maîtrises ce monde mieux que moi, mais on parle toujours de la JPEG. C'est la gestion, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des ressources que je trouve très important. Les gens ne donnent pas beaucoup d'importance au volet RH, mais ils ne savent pas que RH, Ce qui porte l'entreprise, c'est sa ressource humaine. c'est sa ressource Tout à humaine. fait. C'est ses collègues hyper motivés qui portent l'entreprise, ses projets et tout ce qui va avec. C'est Je la peux parler de stratégie ça, RH, ouais, je peux parler de exactement. ça pendant Ouais. des heures et des heures. C'est un domaine qui me passionne. Exactement. On dit toujours que la stratégie RH doit s'aligner avec la stratégie de l'entreprise. Tout Si à fait. j'ai des ambitions, si je fais un business plan et je fais un budget et je dis qu'au bout de 12 ans, j'aurai besoin de, par exemple, 200 salariés, mon RH doit me trouver les 200 salariés en recrutant, en formant, Oui. Voilà. Effectivement. De toute Ouais. façon, on dit que le Parce que si j'ai nerf pas les 200 salariés, je peux de rien guerre, c'est dans une entreprise, c'est les finances et les RH. Et des fois, les RH sont beaucoup plus importants que la finance. C'est ce qu'on découvre de plus en plus. Et je profite de l'occasion pour parler de mon domaine. Là, on a un souci. C'est un grand souci sur le marché algérien actuellement de trouver des comptables, c'est-à-dire qui ont des hard skills. On ne parle pas des soft skills parce que là, on va aller loin, mais même des hard skills parce que les jeunes Algériens préfèrent maintenant des métiers de marketing. Ils font Oui, plus c'est un des peu métiers normal. de... Et aussi, les Je études comprends. disent maintenant, les prévisions disent que c'est un métier qui va disparaître avec le temps. Qui va disparaître. Ça, c'est un grand sujet. Peut-être on aura l'occasion d'en discuter. Complètement. Oui, d'ailleurs, je fais mon PSI sur ça. C'est mon projet. Oui. Quand je t'ai dit, je suis étudiant, je fais un exec MBA à Audencia Lisa et je fais mon PSI sur ce sujet, sur le métier de la comptabilité. Et c'est un métier, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Mais Je le sens Voilà, de la c'est- façon comment tu parles de ça. Et comment les entrepreneurs peuvent-ils protéger leur actif personnel tout en développant leurs entreprises et en prenant des risques calculés? C'est ce que tu disais, le statut tout à l'heure? oui, Avant que tu me non. répondes sur ça, Oui. on avait échangé une fois sur quand on parlait de comment réduire les risques et tout ça, c'est de négocier plutôt, ou plutôt les gains, comment augmenter les gains, c'est de négocier plutôt les délais de paiement ou de livraison ou de remboursement que de négocier la vente et l'augmentation de chiffre d'affaires. Oui, ça c'est quand on a parlé de BFR. Puis parce qu'en fait, les gens ici, c'est une autre erreur qu'on remarque en fait que la plupart des investisseurs font. C'est quand ils négocient avec leurs clients ou bien avec leurs fournisseurs, ils négocient toujours le prix. Alors, si on a un souci de trésorerie, l'idéal pour moi c'est de négocier les délais de paiement de mes dettes et de négocier
d'exiger Les par délais, exemple un paiement d'encaissement. cash de mes créances au lieu de négocier le prix. D'accord. En fait, ça c'est par rapport à la situation financière Parce de qu'on mon regarde entreprise, toujours par rapport aux le... besoins en financement. On C'est regarde ça. directement le chiffre d'affaires, mais on oublie de regarder cette partie-là aussi. On regarde toujours l'EBITDA, là j'ai parlé technique, on regarde toujours l'EBITDA et on oublie le ROS. C'est-à-dire, en fait, c'est un mélange entre le résultat et les finances et l'argent. Il faut toujours trouver cet équilibre et ça, c'est le plus difficile, trouver cet équilibre entre le résultat, qui est la différence entre le chiffre d'affaires, les revenus et les charges, et l'aspect financier. Asdine, merci Oui. beaucoup Avec pour plaisir. tout cet, je dirais, enseignement, parce que là, pour moi, c'est vraiment un vrai apprentissage. On constate ensemble que pour se lancer, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup d'études, et parfois, si on ne connaît pas, c'est bien aussi de se faire accompagner. C'était Nessim Alhamel avec vous, et c'était votre moment finance et d'inclusion financière. N'oubliez pas de poser vos questions, de partager, de liker. Merci. À la prochaine.